formation, quand on fait le thème de la vocation au mariage, destiné directement à ceux qui vivent ensemble déjà et qui sont mariés. Cette formation avait donc pour objectif de dire, bon, on est là. Si on est là, ce n'est pas un fait de hasard. C'est que quelque part, le Seigneur a permis qu'on y soit. Ricardo, je ne pense pas que tu vas rester debout comme ça toute la séance. C'est toi parce que fais ton truc et tu quittes. Ça va, hein? Voilà. Donc, oui, donc on a appelé au mariage, on se retrouve dans le mariage, c'est bon, on est content et on a vu qu'il y avait des éléments de l'éducation qui pondéraient notre mariage et qui faisaient parfois qu'il y ait des conflits dans le mariage, qu'il fallait prendre en compte. On a appelé ça le sac à dos. On a vu la notion de cordon ombilical, qu'il fallait couper. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et que très souvent, dans les familles, les couples, très peu ont coupé le cordon ombilical. Il y a des conjoints qui sont encore dirigés par les parents, ce qui influence parfois négativement la vie du couple. C'est-à-dire, ils sont là, mais maman a dit, papa a dit, finalement, on n'est pas adulte, on est encore enfant. Et quand on est enfant, on ne se marie pas. On a dit qu'il fallait couper donc, le cordon ombilical. Ça a créé un grand débat sur le net, mais c'est la réalité. Après, on a parlé de la réalité de la fusion. La fusion comme le mariage, comme une entité de deux personnes différentes et libres. C'est-à-dire que quand on se marie, le mariage n'est pas une assimilation. Il ne faut pas forcément que ma femme pense comme moi, comme on dit souvent, on s'entend bien, quand on se regarde, on se comprend. Parfois, le mariage, c'est vraiment la conjugaison de deux entités opposées et qui, par le biais ou la magie de l'amour, vont pouvoir s'associer et faire une vie ensemble et une vie très belle. Voilà, disons, avec ça, j'ai introduit le thème, la magie de l'amour. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'amour dans le couple, l'amour dans la famille. Rien qu'à parler seulement du mot amour, ça me donne des frissons. Des frissons. C'est un thème tellement beau, c'est un thème tellement glorieux, c'est un thème, j'allais dire, paradisiaque. Quand tu parles de l'amour, vraiment, ça te fait sourire, même si tu as faim. Rien que parler de l'amour, ça enlève déjà une partie de la tristesse que tu as en toi. Waouh, l'amour, c'est beau ce mot. Rien que le mot lui-même inspire une certaine sérénité, inspire un certain bien-être, une certaine aisance. Quand tu dis amour, donc tu te sens bien. Ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, on a comme cette aspiration à être aimé, à aimer. C'est pour ça que cette terminologie nous appelle. N'est-ce pas, quand tu entends amour, c'est tellement dit, c'est tellement répété, c'est tellement désiré que tu dis waouh. Et je suis content aujourd'hui de partager avec vous de cette réalité. Vraiment. L'amour est un mot très grand. Le mot aimer est un mot très grand. Et moi, je suis toujours convaincu que quand on le prononce même, et je suis qu'à la fin même de cette causerie, je ne suis pas sûr que nous tous, nous aurions compris ce que c'est qu'aimer. Parce que c'est tellement dense, c'est tellement profond, c'est tellement riche. Et quand on s'approche de ce mot, de cette réalité, il faut toujours s'approcher avec humilité. Je suis toujours convaincu qu'on ne connaît pas ce que c'est qu'aimer. Je suis toujours convaincu qu'on ne comprend pas le mot aimer, le mot amour. Je suis toujours convaincu. Dans le dictionnaire, ils ont... Bon, avant toute chose, avant d'aller dans le fond du débat, moi je vais parler en 4 points. Après l'introduction, la définition, mais je vais dire 2 choses. Aujourd'hui, là, je vais parler seulement de 2 choses essentielles. Je vais parler beaucoup, mais au fond, je vais dire 2 choses essentielles. L'amour a un langage. Le langage de l'amour. Donc, j'ai mis au tableau, voilà, l'introduction, définition, langage de l'amour, difficulté, spiritualité. Bon, je vais insister sur
le troisième et deuxième plan. Le langage de l'amour. D'accord? Et la spirituelle, c'est-à-dire que pour aimer, il faut connaître Dieu. Voilà deux choses. C'est-à-dire que maintenant, quand je vous ai dit ça, vous pouvez me garantir sur vous. Parce que je vais parler du langage de l'amour et de la spirituelle de l'amour. C'est deux choses sur lesquelles je vais insister. Parce que comme on cause, on peut se perdre dans beaucoup de choses. L'essentiel, ce que je vais dire, va se tenir dans ces deux points-là. L'amour est un langage, façon de communiquer. Et après, il faut avoir la foi pour pouvoir aimer à un certain niveau. D'accord? Donc, à deux dimensions, je vais parler de ces choses-là à deux dimensions. Une dimension anthropologique, humaine, et une dimension spirituelle, divine, qu'on se comprenne bien. Donc, je vais commencer, je parle de terre à terre, non, pas de terre à terre, la dimension anthropologique, ce que nous tous on comprend. Donc, alors, dans le dictionnaire, il y a plusieurs formes d'amour, parce qu'il faut structurer un peu notre pensée. Quand vous avez fait une formation sur l'amour, il faut que demain, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez dire que oh non, l'amour a au moins trois orientations. On appelle l'amour éros, qui est l'amour, on est un peu étudiant en philosophie, qui est un peu sentimental, charnel et tout. L'amour du corps, hein, qui est lié au sentiment, au désir du corps. On a parlé de l'amour agapé, on a parlé depuis la classe de terminale, qui est un amour qui est le don de soi vers l'être aimé. L'amour qui est charité, on appelle ça l'amour charité. Et enfin, l'amour filial qui est l'amour de l'amitié qu'on connaît plus ou moins. Donc l'amour agapé, l'amour éros et l'amour filial, qui sont les dimensions, on va dire, de l'amour. Mais moi, quand je parle d'amour, je n'aime pas rester trop dans cette définition du dictionnaire, même si les définitions du dictionnaire peuvent permettre de comprendre mieux les choses. Moi, quand je veux parler d'amour dans le couple, j'ai envie plus de regarder comment les gens vivent dans les mariages aujourd'hui. Quand tu regardes un couple qui a 1 an, quand tu regardes un couple qui a 5 ans, quand tu regardes un couple qui a 10 ans, quand tu regardes un couple qui a 50 ans, quand tu regardes ton voisin, quand tu regardes ton collègue, quand tu regardes tes parents, comment tu peux décrire l'amour dans leur vie? Est-ce que tu vois qu'ils s'aiment? Quand tu regardes ton couple, ton épouse et toi-même, est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette espèce de communion? Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous vous regardez dans les yeux? Comment vous vous aimez? Au début de cet enseignement, j'ai pensé à beaucoup de couples qui vivent seulement pour leurs enfants. Il y a beaucoup, j'ai entendu ça maintes fois. Des gens me disent, si ce n'était pas mes enfants, je ne serais plus là. C'est-à-dire que quand on est jeune, on rêve d'être marié. Hein? Et il y a une célèbre phrase qui dit, les gens qui sont dehors veulent entrer, les gens qui sont dedans veulent sortir. C'est une phrase tellement partagée, c'est-à-dire que le mariage c'est quelque chose que celui qui est dehors, qui ne connaît pas, veut entrer. Mais celui qui connaît, dit que aidez-moi Seigneur à sortir. Et comme en Afrique, on ne divorce pas, donc on cherche tous les moyens pour sortir, même s'il faut tuer l'autre. Pour témoigner du drame que vivent les gens dans le mariage. Hein, Karine? C'est-à-dire que depuis que tu étais petite, tu te voyais en robe blanche à l'église. Sur la voiture, parler encore, parler encore. Hein? Le prêtre, le maire, waouh! Tu dors, tu ne dors pas. Le mariage. Tes sens, hein?
tous tes sens sont en éveil. Parce que c'est le mariage. Je vais y arriver. Où j'y suis arrivé. Je vais être aimé. Et je vais aimer. Et après, quand tu t'arrives là-bas, tu arrives dans le mariage. Un temps, deux mouvements, tu te poses la question que qui va m'enlever de ce merdier. Je me suis mis dans quoi? Tu vois, il y a des femmes qui appellent leur mari, bonjour, bonjour. Il y a des femmes qui appellent leur mari Satan. Satan. Diable. Il y avait une amie, la femme de mon filleul là, qui disait un jour que quand son mari se mettait, en plus c'était chrétien en plus, quand son mari se mettait dans un coin pour prier, elle disait, regardez comment le diable prie. Regardez comment le diable prie. Je vous dis, bonjour. Elle dit que son mari est en train de prier, il est en train de prier Dieu pour que Dieu lui accorde son pardon par rapport à ses péchés. La femme là comme ça, elle ne priait pas, elle n'était pas trop engagée dans l'histoire. Elle dit que regardez comment le diable prie. Et je peux vous assurer que quand elle disait que regardez comment le diable prie, c'était pas une insulte. Parce que la façon dont le gars la traitait, il ne pouvait être que diable. Parce qu'elle vous raconte comment le gars la maltraite à la maison, je dis que mais la prière là, ça sert à quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on n'est pas formé, quand on ne connaît pas, le mariage peut rapidement devenir une prison pour nous. Quand on ne connaît pas, quand on n'est pas formé, le mariage peut devenir... Ah non, la prison c'est gentil. L'enfer. Je sais pas, tout le monde parle d'enfer. Bon, je sais pas, même pas si ça existe. Bon, imaginons-nous que l'enfer, c'est un endroit où il y a le feu. Où vous êtes en train de brûler là-bas et vous ne mourrez pas. C'est l'image qu'on a donnée de l'enfer. Un endroit où il y a le feu où vous brûlez et vous ne mourrez pas. Et vous ne calcinez pas, vous ne consumez pas non plus. Vous faites quoi? Vous criez. Donc pour dire quoi? Parfois c'est dur. Parfois c'est dur. Quelles sont les causes? On va creuser ça. Quelles sont les causes de la difficulté que nous avons dans le mariage? Parfois on va appeler ça différence. La dernière fois, à la formation dernière, on appelait ça l'éducation des autres, le comportement, la méchanceté. Vous pensez que la méchanceté n'existe pas dans le mariage? C'est-à-dire que quelqu'un est constitué être méchant. Vous pensez que c'est le mariage qui va se transformer? Sandra. S'il est constitué, il y a des gens qui sont comme ça, ils sont méchants naturellement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'effort pour être méchants, ils sont comme ça. Vous pensez que c'est le mariage qui va le changer? Et quand on est marié avec le méchant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand quelqu'un est constitué être bizarre, je ne sais pas, mettez dans le mot bizarre ce que vous voulez. Hein? Par exemple, moi, ma femme a trop souffert avec moi, je vais vous raconter la dernière fois. Alors que j'étais formé, alors que j'allais à l'église, elle a trop souffert avec moi. Pourquoi elle a souffert avec moi? Parce que je bavarde beaucoup. Chacun a sa part de souffrance. Parce que je bavarde beaucoup. Parce que j'ai trop d'amis, voilà les souffrances de ma femme. Tu connais tout le monde. Elle arrive à la maison, elle pleure. Mais quand elle pleure, elle souffre vraiment. C'est pas que elle fait le théâtre, elle souffre. Mais si je peux me débarrasser de ce mec qui connaît tout le monde, et moi je ne sais pas comment on peut vivre sans connaître les gens. Mais elle souffre de ça. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire que quand on arrive dans le mariage, il y a quelque chose qu'on a vu la dernière fois, que la personne que tu mets à la maison, qui t'a attiré, qui t'a sublimé, qui t'a captivé, qui a mis un certain nombre de moyens pour que tu te retrouves dans la vie avec elle, est une personne simplement différente de toi. Ah, ça se conteste de l'amour, non? C'est-à-dire que quand on parle de tous les amours qu'on a dit là, on dit aimer, la définition que j'aime le plus le mot aimer, c'est se donner, c'est donner jusqu'à se donner soi-même.
Aimer, c'est tout donner. Donner soi-même. Moi, la définition que j'aime, que j'adopte c'est donner jusqu'à se donner soi-même. C'est ça qui va parcourir un peu tout le contenu que je vais vous donner aujourd'hui. C'est-à-dire, aimer, c'est donner jusqu'à se donner soi-même. Vous allez voir au travers de cette définition que quand vous parliez d'amour, jamais ou très peu vous allez penser au concept de donner. Vous allez voir que chaque fois on parle d'amour, on parle d'amour par rapport à nous. Autrement dit, on parle d'égoïsme. C'est-à-dire que quand je veux me marier, je disais ça la dernière fois, la question fondamentale que je me pose, ce n'est pas qu'il faut que je trouve une personne pour donner. N'est-ce pas? La question n'est pas là. Quand je veux me marier, il faut que vous compreniez le point de départ. Que ce soit toi, François, que ce soit toi, Sandra. Quand tu veux te marier, la question n'est pas que tu veux donner à quelqu'un. La question c'est que il faut que quelqu'un, pour les hommes, il faut que quelqu'un me parle à nourriture. Il faut que quelqu'un me fabrique mes enfants. Il faut que quelqu'un repasse et mette ma maison propre. Voilà les critères des hommes. Les critères fondamentaux. Un homme dit que j'ai besoin des enfants. J'ai besoin que ma maison soit propre. Que quand je m'habille comme ça, tout le monde sent que je suis marié. J'ai besoin que ma maison soit propre. Un homme toujours. Les femmes, si vous voulez tuer vos hommes, faites toujours que votre maison soit toujours propre. C'est un détail, c'est juste une virgule que je vous mets là. L'homme, quand il rentre chez lui, tout est dans l'ordre comme ça, pop, pop, pop. Mais quand la femme a déjà 3-4 enfants à la maison, les clés sont sous l'oreiller. Et puis les hommes aident les femmes à mettre la maison propre. On va revenir là-dessus. La femme, quand je veux me marier, non, il faut quelqu'un de baraqué, qui me protège, quelqu'un qui sait m'encadrer, quelqu'un qui sait... Vous voyez que c'est toujours égoïste l'idée de départ. Quand on se marie. Il faut le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand je vais me marier, je ne pense pas à lui. Je pense à moi d'abord. Je pense à moi d'abord. C'est-à-dire, le mariage, en général, pas toujours, parce qu'après, les gens bien formés. Le mariage, d'abord, c'est la rencontre de deux êtres égoïstes. Dans le point-ci, difficulté et exigence, je vais vous montrer le processus. Comment l'égoïsme doit se purifier. Vous comprenez? Le mariage, c'est la rencontre de deux êtres égoïstes. On n'écoute pas, hein? Ah, d'accord. Il faut parler, hein? Hein? Je comprends pas, je sais pas, c'est toi qui gères ça. Mais c'est toi qui gères, hein? D'accord, c'est toi qui gères. Ricardo va vous aider à suivre tout ça, parce que je ne peux pas parler au même moment et vous suivre. Donc Ricardo, c'est toi qui gères tout ça. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, quand je dis je vais me marier, je vous assure, il n'est pas question d'amour. Quand un garçon rentre au niveau de l'adolescence, s'approche d'une fille et dit « je t'aime », ce qu'il dit en fait, c'est que j'ai envie de toi. N'est-ce pas? Quand j'ai envie de toi, est-ce que je t'aime alors? Je m'aime. Sandra, Karine, quand ce mec t'a rencontré, c'était pas pour faire de toi l'étoile de Nodi. C'était pas pour faire de toi la lune de Douala ou de Bafou. C'est quoi ce follow ou c'est quoi ton truc là? Bafou. Il n'avait pas prévu jamais de faire de toi une statue là, comme ça dorée où tout le monde va venir voir. Zéro. André venait chercher la femme qui a fabriqué ses enfants. Il a vu que tu étais belle et tu l'as bien piégé d'ailleurs. Tu as mis tes noix là comme ça.
C'est-à-dire que Dieu a donné aux femmes un don, une capacité naturelle d'attirance pour les hommes. C'est-à-dire qu'une grâce, quand une femme est jeune, elle met seulement les yeux là comme ça, elle met comme ça, elle te regarde comme ça, elle te calcule, elle dit que mon ami, tu vas tomber, tu vas taper les yeux. On a vu ça la dernière fois, ce qui permet qu'on se rencontre. Hein, on a dit ça peut être des talents, ça peut être le voisinage. Il y a plusieurs choses qui justifient, mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a donné à chacun de nous une beauté naturelle qui permet de trouver la personne de sa vie. Alors tu peux voir une femme, tu dis que oh, cette femme-là, elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Disons le mot même, tu peux même dire qu'elle est laide. Mais après, quand tu regardes ses yeux, tu dis que mince, ces yeux-là, tu gars. Avec que c'est mal, tu avais ses yeux, elle te porte le pape, bon mari. Du coup, ça va devenir que on dit que les autres te disent que tu as trouvé quoi sur la femme là? Elle dit que vous ne connaissez rien. C'est ma part que j'ai trouvé. Donc il y a toujours une attirance. Il y a toujours, ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être les yeux, ça peut être que la femme sait danser comme je disais la dernière fois. Et après vous vous retrouvez. Il y a un point de départ, je vous disais, c'est ça qui est égoïste, qui n'a rien à voir avec l'amour. Nous devons le savoir. Lovely, tu comprends ça? Quand ce gars-là t'a rencontré, les crises que tu as fait à l'époque là, où tu m'appelais témoin là, c'était la cause. Quand ce gars t'a rencontré, il ne pensait pas à toi. Sandra, c'est ça non? Quand ce mec t'a choisi, c'est le chant. Ah, tu chantais comme ça, des gars disent que wow, si il n'avait pas besoin, je suis mort, que je vais mettre qui? Moi qui suis un passionné du chant. Donc il y a toujours ces choses-là qui font qu'à la fin, on se retrouve dans le mariage, on pense qu'on s'aime. C'est-à-dire, on a attiré. Il y a, j'aime appeler ça, moi j'ai jamais fait science chimie, c'est mon frère, mon grand frère et ma soeur qui faisaient ça. Il y a ce qu'on appelle le chimiotactisme positif. C'est-à-dire qu'une attirance là, machin, mutuel. C'est-à-dire qu'on se désire, on s'attire. Elle est belle, je suis beau. N'est-ce pas? Donc il y a ce qu'on appelle un amour. Une première phase, c'est l'amour qui est fondamental d'ailleurs, l'amour des sentiments, l'amour de l'attirance. Un cadeau. Ah là là. Quand je me couche, partout sur le plafond, je vois sa photo. Ah, c'est trop beau. Elle m'a dit oui. Alors que tu as demandé à Marie, elle m'a dit oui. Non, c'est pas possible. Comment? Oui, elle m'a dit oui. Tu vois, il y a des sentiments qui vont avec toi. Il y a la passion. Tu es passionné. Tu ne respires que par elle. Même ton père dit que je ne veux pas. Tu dis que quoi? Qui? Tu n'as pas compris qu'elle est partie sur ça. Tu n'as pas vu que je suis amoureuse? Ma femme, son père ne voulait pas de moi. Comme d'habitude, les beaux-parents sont toujours protecteurs. Quand tu vas voir, les parents sont toujours protecteurs. Que ce soit les parents de garçons, que ce soit les parents de... Donc, dans un premier temps, les parents sont réticents. Ça a été mon cas. Ma femme a dit que si je n'épouse pas ce gars, je me suicide. Mais sérieux. C'est pour ça que je l'aime trop. Non, sérieux. Elle a mis sur la table sa vie pour se marier avec... Mais vous croyez qu'elle connaissait ce que c'est qu'aimer? Au moment où elle disait ça. Vous pensez que c'est à moi qu'elle pensait au moment où elle disait ça? Valérie. Au moment où elle disait ça, Hugues, tu penses que c'est à moi qu'elle pensait? Elle voyait son bonheur avec moi. Et je viens d'utiliser un mot-clé, hein, bonheur, mariage. Je viens d'utiliser un mot-clé, le mot du bonheur dans le mariage, dans la vie conjugale, qui va aussi être en trame de fond de tout ce que je vais vous dire. Parce qu'on vit pour être heureux. Et on n'a pas le droit d'être en enfer dans le mariage. Et c'est pour ça que je fais cette formation. Donc, je vous montre donc que le point de départ, on n'a pas considéré, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que le point de départ est faux. Parce que c'est normal, c'est naturel.
Mais on n'a pas conscience que nous partons sur un point de départ qui n'est pas une logique d'amour ou d'aimer. Aimer, je répète, c'est tout donner jusqu'à se donner soi-même. Si on prend le mot tout, aimer c'est tout donner. Si on prend le mot tout, ça dit beaucoup, non? Ça dit beaucoup. Parce que nous, habituellement, quand on donne le superflu. D'accord? Même dans le mariage, on voit la dernière fois que nous, quand on est dans le mariage, quand tu es dans le mariage, on dit que le salaire de la femme, c'est pour sa famille. Et le mot famille, là, le mot famille n'a rien à voir avec l'homme avec qui, les enfants avec qui tu es à la maison. Hein, c'est la famille derrière. L'autre jour, j'ai demandé à ma petite soeur de me dépanner. Elle bégayait un peu, j'ai dit que l'argent de la femme, c'est pour sa famille. On a rigolé, c'était pour rigoler. Je dis, t'es pas moi, je dis, regarde, je suis foiré, l'argent de la femme, c'est pour sa famille. Elle est dans le mariage, mais moi, je me dis que l'argent de la femme, c'est pour sa famille. Envoie-nous ceci. C'est un comment? Aimer, c'est tout donner. Tu as aimé? Karine, tu as aimé? Il faut tout donner. Non! Tonton Rigo! Ton fils là, c'est même quelle formation qu'il fait? Oui. Je suis malheureuse ici parce que ton fils ne m'aime pas. Non. Tu es malheureuse à cause de toi. Non? Quand tu es dans la dynamique de donner, tu n'attends rien en retour. Vrai ou faux? Quand tu aimes, tu n'attends rien en retour. Lionel Pascal. Non, attention, je suis dans un postulat, je parle de moi. C'est-à-dire qu'une autre chose que je vous dis, que je vais développer ici à la fin. Quand je parle d'amour, ayez une référence à Jésus toujours, hein, dans votre tête. Hein, et regardez ce que Jésus a fait dans votre tête. Je vais développer ça plus ici. Mais comme je dis que je commence par une dimension anthropologique, je ne vais pas le mettre en exergue vite. C'est-à-dire que quand tu aimes, aimer, c'est donner sans rien attendre en retour. Karine, donner sans rien attendre. Est-ce que ça suffit pour être heureux? Oui. C'est notre vocation. Quelle est la vocation de tout homme? C'est la vocation à l'amour. Quand tu aimes sans rien attendre en retour, tu es épanoui. Quand, disons, je définis un mot par lui-même. Quand tu donnes sans rien attendre en retour, tu es heureux. Et donner ici, je ne parle pas d'argent. Parce que très vite, nous sommes tous des matérialistes. Non? Nous sommes matérialistes. Aimer, c'est tout. C'est donner de son temps, donner de son être, donner, c'est vraiment être là pour l'autre. Pourquoi les gens sont tristes? Pourquoi l'homme est malheureux dans son mariage? Parce que c'est un profond égoïste. Il est là seulement pour accuser sa femme. Je n'ai pas, je fais quoi dans cette maison? La femme, pourquoi elle est triste? Il ne me donne pas, il me donne 500 de ration, il me donne 1000 francs de ration, il ne m'achète même pas le sous-vêtement, je suis malade, il ne me soigne pas. Qui t'a dit que là? Je vous dis, au Canada par exemple, quand la plupart des couples africains, quand ils arrivent là-bas, ils divorcent. Le taux de divorce, je ne sais pas, ça doit être, je pense que c'est un projet de 50, 60, 70%. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous faisons des mariages économiques. C'est-à-dire que la femme africaine, comme on est dans une société patriarcale où l'homme a le pouvoir, machiste, à la limite même, c'est l'homme qui travaille. Et la plupart de nos épouses viennent parce qu'il faut assurer l'avenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut assurer. Dès que tu m'as appelé au Canada, tant, fini. La femme devient la grande patronne. C'est la femme qui commande. Au Canada, il y a l'échelle sociale, c'est enfants, femmes, animaux, avant que l'homme arrive. Mais je vous dis,
Je vous dis, quand tu arrives au Canada, la première chose qu'on t'enseigne, c'est que, gars, ta femme devient le patron. Non, les enfants deviennent les patrons. Parce que dès que ton enfant va à l'école le premier jour, on lui donne un chiffre, 9, 1, 1. Donc, si papa te gronde, 9, 1, 1. Si maman te tape, 9, 1, 1. Donc, tous les enfants savent le 9, 1, 1. Donc, on ne leur parle pas. Première chose, la femme, pareil. Dès que ta femme se plaint de toi, dès qu'on arrive, dès que la police arrive, là-bas, la police n'est pas comme ici. Tu appelles la police ici, on dit que tu crois que c'est moi qu'on peut tuer facilement. Ils sont armés. On dit à la police au Cameroun, ils sont armés. Oui, et tu penses que c'est moi qu'on va tuer. Là-bas, quand tu appelles la police, dans les 2 minutes, ils sont là. Et quand tu arrives, quand ils arrivent, ils veulent rien. Quand sa femme se plaint, ils ne veulent rien savoir. Ils te minutes d'abord long. Première chose, on te passe les minutes. Donc, tu arrives au Canada, la femme, les enfants, la femme, les animaux. L'écureuil monte même sur ton pied. Tu fuis avec ton pied, tente de toucher. L'autre jour, quand j'y étais, j'ai failli mourir de rire avec ma femme. Il y a 2 jeunes adolescents qui ont pris une souris et ils ont fait manger la souris par le chat. Devant les deux, ils ont fait mise en chaîne, ils ont enfermé. On passait à la radio, c'était une truc qui passait à la radio qui était un scandale, si bien qu'on les a condamnés, les deux adolescents, et en plus de la condamnation, on a dit qu'ils doivent faire être accompagnés par un psychologue, parce qu'ils ont un problème psychologique. J'ai failli mourir. Et qu'ils ont un problème psychologique, parce qu'ils ont fait que le chat mange la souris. Seigneur, je revenais, ça passait à la radio, j'étais à la voiture de ma femme, je ne revenais pas du tout. On les a condamnés. Et on a dit qu'ils doivent avoir un suivi psychologique. Parce qu'ils ont attrapé la souris, ils ont mis dans et le chat mange. Donc au Canada, c'est ça. Donc les gens arrivent là-bas, la femme devient puissante. Parce que tout l'argent, maintenant, de la famille, l'argent que l'État donne, on donne plutôt à la femme. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est la femme qui est la personne qui détient l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? La femme devient puissante. L'homme, oublie qu'on est au Canada. Il commence à parler à sa go comme il parlait ici, les chiffonneries qui me... Avant, il me dit, tu parles à qui? Et tu me dis ça pourquoi? Les mots, boum, 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 boum. C'est le voisin qui avait la police. Même pas le voisin, c'est entre eux, du coup, ça commence à se déchirer. L'homme sent qu'il a perdu son autorité. La femme sent que l'homme ne le respecte pas, comme la société le demande. Et comme la société surprotège la femme, une femme au Canada qui divorce est une femme seule, dont le revenu social qu'on a à la femme est augmenté. Donc elle est plus heureuse financièrement en étant divorcée. Conséquence, tu ne me sers plus à rien. Dégage. Puisque tu ne me respectes pas, tu ne me considères pas comme une déesse, comme la société l'exige, bam. Donc il y a des mariages qui sont des mariages économiques. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on va se retrouver dans le mariage. C'est-à-dire que la femme est venue pour des raisons économiques et toi tu es venu pour quelle raison? Fabriquer tes enfants. Vous deux vous êtes pareils. André, est-ce que tu comprends ça? Non, elle avait des intentions, elle voulait que je prenne charge de ses petites soeurs, de ses petits frères, et puis quoi? Et toi tu avais quelle intention? Donc personne n'est à condamner. Parce que nous tous, nous retrouvons là par intérêt. Avec copine. On se retrouve dans le mariage par intérêt. C'est ça nos grands. On se retrouve tous par intérêt. Donc l'intérêt de l'autre ne te choque pas. Maintenant, cette formation-ci nous amène à purifier notre orientation originelle. Et je vous dis, Nico, comme tu es là comme ça, là, tu es le vieux verre là, tu ressembles à quelqu'un qui est malheureux dans son mariage. Non, je vous dis, Nico, aimer c'est donner. Et c'est tout donner. Non,
quand tu es dans la logique d'en haut, c'est pas recevoir. C'est donner. C'est donner. Entrez ça dans la machine. C'est donner. Donner la nourriture. Donner la chaussure à laver. Acheter les habits. Combler l'autre. Si l'autre ne sait pas parler français, donner voudra dire que je me mets à l'école du français avec la personne. Je dis, ma chérie, tu vas apprendre. Je prends un livre de la maternelle, B-A-B-A, B-A-B-A, P-A-P-A, Papa. Je donne de mon temps pour que la personne apprenne à parler français. Aimer, c'est donner. Et c'est tout donner. Non, il n'y a pas de retenue. Tu es malheureux dans ton mariage parce que tu es égoïste. Tu es chiche. J'aime trop le mot là, ça ne dit même pas le vocabulaire. Tu es chiche. C'est ça qui fait que tu sois triste. Bonjour, bienvenue. Tu es chiche. Pourquoi tu es malheureux dans ton mariage, Elvis? Tu es chiche. Tu veux qu'on te donne. C'est ça la cause de la souffrance dans le mariage, Difo. C'est ça la souffrance. Tu es chiche. À partir du moment où tu es dans le mariage, tu attends qu'on te donne. Tu deviens malheureux. Sandra, on est d'accord ou pas? Ouais, mais je parle des choses compliquées. Hein. Tu peux être pas d'accord, mais je te dis ça, ce que je dis, c'est très compliqué. Il faut faire un processus poussé pour comprendre ça. C'est-à-dire que quand tu es dans le mariage, tu n'as pas compris qu'il faut donner. Ah non, il ne faut pas donner une partie. Femme, épousez mari, aimez vos épouses comme l'Église, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Éphésiens 5. C'est la deuxième lecture de tous les mariages ici au Cameroun. Épouse, mari, aimez vos épouses comme l'Église. Comment l'Église a aimé l'Église? Sur la croix. Femme, soyez soumise. Voilà, pas dire que nous on aime. Hein? Femme, soyez soumise. Ouais. On veut que les femmes soient soumises. Dès qu'on parle un peu, elle baisse sa tête. Ça veut absolument rien dire. Au Cameroun, pas au Canada, par exemple. Dès que la femme est plus au Canada. Mais aussi, la beauté aussi de la femme, c'est cette soumission qui n'est pas un rabaissement, qui est juste dans une famille, il y a un certain ordre. L'homme, c'est le chef de la famille. Hein. Je discute pas de ça, que ce soit au Cameroun ou au Canada. Les femmes, c'est ce que j'aime. Je dis toujours, les femmes sont plus intelligentes et de loin que les hommes. Et de loin. Elles sont d'autant plus intelligentes qu'elles nous font croire que nous sommes plus intelligents qu'elles. Elles nous font croire. Alors qu'elles savent bien que tu es un mougou, tu es un zozo, tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Mais elles te laissent croire que c'est toi le chef, que c'est toi. Ça, c'est une dimension de l'intelligence de la femme que j'adore. Une femme ne parle pas avec force, jamais. Elle te dit tout doucement, posément. Elle prend son temps. Mais tu arrives là où elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Je vous aime les femmes. Ça, c'est la beauté de l'amour. Bon, ça ne doit pas changer, que ce soit au Cameroun ou au Canada. Ça ne doit pas changer. Parce que nous, je vous disais la dernière fois, les hommes sont action-réaction. Nous, on est plus cause et effet. Les femmes sont dans quelque chose de plus grand. Dans l'émotion, l'intelligence émotionnelle, qui est une intelligence plus large. Elles sentent. Tu ne sens pas, c'est ton problème. Elles sentent qu'il y a un problème. Et finalement, il y a un problème. Elles sentent que ça ne va pas bien se passer. Ne lui demande pas pourquoi ni comment. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, allez toujours avec vos femmes. Mais ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'il faut aimer. Et moi, je vous dis, hein, aimer, c'est tout donner. Et chacun de nous peut se poser la question, est-ce que je donne tout à ma femme? Est-ce que je donne tout à mon mari? Est-ce que je me donne? On a posé la question l'autre jour au mariage de Maurice, mon ami Maurice. Hein, si ta mère est là, si ta mère est là, ta femme est là, et qu'il y a un médicament qu'il faut donner à une seule personne, et l'autre personne qui n'aura pas de médicament va mourir là. Mais le poète n'était pas gentil. Hein. Comment il faut poser cette question-là devant la mère? Parce que si tu réponds à l'autre, la personne te déteste là. Même si c'est une blague.
Heureusement que Maurice est quelqu'un de très intelligent. Il a dit qu'au moment où on comptait, l'Esprit Saint, il a continué. Je savais pas les guider, mais il savait bien que c'était sa femme. Ou pas. Parce que si tu as une femme qui a une diabète à la maison, tu vas donner un médicament à ta mère, pourquoi? Je veux dire, en fonction des crimes, des difficultés qu'on a dans le mariage, on peut orienter le médicament, le compromis. On peut faire des choix différents. Pourtant, on a bien dit que c'est la chair de ma chère, l'eau de mes os. Pourquoi quelqu'un peut faire un choix différent? Quelqu'un fait un choix différent tout simplement parce que dans leur mariage, ils ne sont pas dans cette dynamique de tout donner. J'insiste, hein? Je suis conscient que je suis en train de me répéter depuis un certain moment. Mais comme vous le savez, moi je fais la science de la répétition. J'aime dire la même chose le plus de fois pour qu'on comprenne que aimer, c'est tout donner. Qu'est-ce que tu attends de Lionel? Rien, fondamentalement. Je lui donne tout. C'est un monsieur, je l'ai pris pour l'aimer totalement. Sandra, qu'est-ce que tu attends de François? Rien, fondamentalement. Regarde tes enfants, Sandra. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Rien du tout. Rien, comme ils sont petits là. André, qu'est-ce que tu attends de tes enfants? Rien. Mais tu es dans un amour total. Bonjour, grand. Tu es dans un amour total. L'amour d'un père pour son enfant. C'est un amour qui n'attend rien. Mais pourquoi quand on est dans le mariage, on change alors de concept? Je prends les images pour vous aider à comprendre. Mon principal. Non, sérieux, quand tu aimes ton enfant, tu n'attends rien. Et plus l'enfant est délinquant, plus tu l'aimes. Mais dans le mariage, plus le mari est délinquant ou la femme est délinquant, qui est venu souffrir ici? Allez, chacun se débrouille. Il pense que quoi? Ou elle pense que qui? Non! Plus l'enfant que tu as est délinquant, plus tu es proche de cet enfant. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Plus ton enfant est désolé, plus tu es tendre, tu veux que tu sacrifies travail et autre chose pour être avec l'enfant, pour que l'enfant puisse, pour accompagner l'enfant. Mais dans le mariage, sa maman, imbécile, il pense qu'il est venu souffrir ici. On cherche l'échappatoire. Et l'échappatoire, souvent, c'est quoi? C'est la télé. WhatsApp. Le PSG. Marseille. Bayern. Ceux qui vont en Allemagne. Les canards ou les sardinats ou ces canards et les cafards. Les cafards et les canards. Maurice Kamto. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de mariages où le mari il n'habite pas à la maison. Mais je vous dis, il est à la maison comme ça. Le travail, ça veut dire qu'il est à la maison, le temps qu'il doit travailler à la maison, ça c'est nous. Hein. Le travail. C'est-à-dire il a fini le travail, il est sorti le matin à 6h parce qu'il devait se taper 2 heures d'embouteillage, il est arrivé à 8h, il a fini à 18h, il s'est tapé 2 heures d'embouteillage, il est arrivé à 20h. Il mange, quand il entre à la maison, il ne voit même pas les gens qui sont à la maison. Hein. Il cache ça qu'il est fatigué. C'est un mensonge. Il cache ça qu'il est fatigué. Non, il est fatigué, c'est vrai, mais il manque la passion. Il n'a pas prévu qu'il va rencontrer quelqu'un qu'il aime. Non. Il est dans la routine. Il dit qu'il est fatigué. Donc il entre à la maison, on lui sert à manger. Il ne voit pas la personne qui lui sert à manger. Il ne voit pas la personne, je vous assure. Et faites le test. Mettez le rouge à lèvres, changez, mettez les lunettes. Il ne voit pas la personne qui sert à manger. Il s'assoit. Il mange, il s'est lavé. On a chauffé peut-être l'eau. Il s'est lavé. Il s'assoit, il mange, il commence à ronfler. Quand il finit de ronfler, le PSG a fait quel match? Le machin, le lendemain matin, le même processus recommence. C'est le mariage. Sérieux. C'est le mariage de père. Sérieux. Quand vous faites ça,
La femme là, peut-être qu'il n'y a pas le travail qui est à la maison. Ou la femme là qui a travaillé toute la journée comme toi et qui s'est arrangée à ce que tu aies ce moment-là. Vous voulez qu'elle se sente comment? Qu'elle soit heureuse parce que tu es le DAF de passe à Panzani que mon mari est le DAF. Oh, 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 oh. Combien de jours elle va être heureuse comme ça lui apporte quoi? Donc quand on ne donne pas tout, il y a donc l'échappatoire. L'échappatoire c'est le travail. Donc l'excuse pour ne pas être là. Qui aime être avec quelqu'un qui n'aime pas? Personne. Donc on trouve des excuses du travail. Et plus encore les gens comme nous. On a vu travailler 20h ou 16h comme ça. On prend encore l'ordinateur, on met sur le pied à la maison. On dit chérie, excuse-moi. On travaille encore jusqu'à ce qu'on... Même deuxième épouse, laptop. Je parle de moi, hein. Je parle pas de vous. C'est-à-dire que ta femme est comme ça. Toi, tu es au milieu parce que tu es devenu le co-époux avec deux épouses. Donc, le laptop est de l'autre côté. Donc, quand tu te tournes comme ça, boum, tu t'en juste ta femme. Donc, c'est le laptop. Deuxième épouse, chérie. Le matin, la première personne à qui tu dis bonjour, c'est ton laptop, mon ami. Est-ce que ton patron a écrit quelque chose? Tu réponds d'abord, vas-y, chérie, tu es là. Mais ça, c'est dur, hein. Ça, c'est dur. On ne se rend pas compte, mais c'est un drame profond. Je suis en train de prendre quelques exemples, mais je pense que vous en avez plein. Hein, pour montrer que on est marié, mais on n'est pas dans cette logique-là du mariage. On n'est pas dans cette dynamique du mariage. Vous comprenez ce que je dis? On est marié, on n'est pas dans le don. On ne regarde pas la femme ou le mari. On n'a pas son attention. Non. Moi, quand je me suis marié, Marie, ça doit former. Hein. Les enfants ne diminuent en rien l'amour que vous avez à avoir entre les époux. Ah, tu vas voir que je suis en train de couper tes enfants. Et ça fait quoi? Les enfants ne doivent diminuer en rien l'amour que les conjoints. Parce que dans 10-15 ans, les enfants seront partis. Hein. Ils seront à l'université et vous aurez encore même 40 ans ensemble avant de mourir. Galère. Galère, les enfants sont partis. Vous faites quoi? Pendant que les enfants étaient à 15-18 ans, qu'ils ont été, vous n'avez pas appris à être en. Vous n'avez rien. Vous avez tout perdu sur de l'amitié. Tout à l'heure, on a dit que l'amour de l'amitié. Vous avez perdu l'amour filial, l'amour de l'amitié. Il n'y a pas. Vous n'êtes pas copain, copine. Qui est la personne avec qui tu vas parler le plus de fois dans le jour? Parfois, je me suis pas en train d'appeler mon DG chérie. Parce que je parle tellement à ma femme chérie, qui n'est même pas là d'ailleurs. Que chérie. Que parfois, je parle à mon DG chérie. Hey, scandale au bureau. Voilà le DG de qui s'appelle déjà chérie. Oui, parce que tu as une épouse qui est ton amie. Une épouse avec qui tu partages tout. Aimer, c'est tout donner, jusqu'à se donner soi-même. Non, je voudrais insister parce que on est très souvent, on passe vite au malheur, quoi. C'est-à-dire que tu es dans le mariage, puisque tu attends plus. Il y a un thème important qu'on va voir à la prochaine occasion qui s'appelle le dialogue dans le couple. Très important. En janvier, là, on va faire le dialogue dans le couple. Très important. Mais quand tu rentres à la maison, tu es plus dans la logique de recevoir que dans la logique d'aimer. Quand tu rentres chez toi le soir, François, dans quelle dynamique tu es? Est-ce que tu arrêtes pour acheter un mambo? Ça coûte 125 francs. Est-ce que tu as l'envie d'acheter 125 francs pour quelqu'un qui touche 30 000, ça peut être beaucoup. Est-ce que tu as l'envie d'acheter un bonbon de 50 francs, de 25 francs, juste pour dire à la personne que tu as à la maison que toute la journée j'ai pensé à toi? Non, m'arrêter, comment? Il y a les embouteillages, il y a les benskins, il y a les motos partout là qui dérangent. Comment je vais sortir de la voiture qui est climatisée pour aller chercher le bonbon? Non, ça c'est des détails. Hein? On va voir ça dans le langage d'amour tout à l'heure. C'est-à-dire, quels sont les éléments que tu montres à l'autre que vraiment tu es le centre de ma vie? Parce qu'en effet, c'est ça, non?
ta femme est le sang de ta vie, de ton mari. Comment tu le dis? Et c'est là où j'entre dans le langage de l'amour. Mais ce que je voudrais surtout qu'on retienne dans le point de définition là, c'est aimer, c'est tout, jusqu'à se donner soi-même. Et on raconte je suis un Konsamba, je suis un fils de Konsamba, donc on raconte souvent l'histoire du maquis, à l'époque des maquis. Il y a un prêtre il y a un maquis qui entre à l'église, hein, et il demande avec une machette comme ça, avec plein de sang. Il entre à l'église, il dit, ici qui croit en Dieu. Il y a un catéchiste qui dit, moi, le maquis coupe la tête, après il dit, qui croit en Dieu encore? Il y a une vieille maman là-bas qui dit que le prêtre, le prêtre dit que parle pour toi. Parle pas pour moi, parle d'abord pour toi. Il faut aimer jusqu'à se sacrifier, il faut aimer jusqu'à se donner. Mais j'ai vu sur les vidéos, comme maintenant sur le téléphone il y a beaucoup de vidéos, non? J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui témoignait que sa femme le protège trop. Et les gars qui ont fait la vidéo ne croyaient pas en ça. Ils disent comment? Ils disent que ma femme me protège trop. Donc ils ont fait une mise en scène. Ils ont comment faire? Une mise en scène de quelqu'un qui est mort. C'est pas quelqu'un qui est mort. On a organisé l'église, on part à l'église. Après sa femme dit que même sa femme ne savait pas que la personne n'était pas au courant de la mise en scène. C'était le gars lui-même. Je crois qu'il était au courant de la mise en scène, je ne sais pas. Bref. On arrive là-bas. Du coup, quand à leur tour d'aller s'incliner vers le mort sort la main et attire le mari. La femme, au lieu de fuir, prend son sac et commence à taper sur le mort. Elle dit qu'au lieu de fuir, que le gars là n'est pas mort, que chacun marra. Non. La femme prend son sac et commence à taper la main du mort. Elle tire son mari. C'est pas beau. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, aimer. C'est s'oublier soi-même. C'est protéger l'autre au prix de ma vie. On peut le faire pour nos enfants. Je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire non. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire non. Mais je le dis, j'insiste beaucoup parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de dire que... Mais en réalité, je prends encore un exemple pour confirmer. Si c'est votre enfant, est-ce que vous réfléchissez? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a encore, comment on dit, des blessures. Hein, on a des blessures, des frustrations accumulées qui font qu'à la fin de compte, on n'est pas totalement aligné, mais ça c'est l'objectif. D'accord? Ne nous mettons pas à pression, ne dis pas que je vais mourir tout de suite. Non, laissez les choses venir de manière naturelle. D'accord? Maintenant, le langage de l'amour, c'est un point central. Dans le couple, il y a quelqu'un qui a travaillé. Avant d'arriver au langage de l'amour, je vais parler des caractéristiques de l'amour. Il y a une très belle citation biblique qui parle des caractéristiques de l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Tous ceux qui chantent le connaissent bien. L'amour est patient. La patience dans l'amour. La patience dans l'amour est patient. L'amour rend service. On va revenir sur ça. On va revenir sur le rendre service tout à l'heure. L'amour ne s'irrite pas. Bon, on peut dire qu'on s'irrite de manière naturelle, mais après, il ne faut pas rester longtemps dans l'irritement. On est d'accord? L'amour pardonne tout, excuse tout. D'accord? Le pardon dans l'amour. On est d'accord? Sandra? On est d'accord? Copine? On est d'accord? Valérie? On est d'accord? Hugues? Le pardon. Un grand? Le pardon. C'est fondamental. Comme je vous disais au départ, tu épouses quelqu'un qui est mauvais fondamentalement, il va changer.
grâce à ton amour, mais est-ce qu'il va complètement changer alors? Je demande à ceux qui sont en ligne. Si tu épouses quelqu'un qui est mauvais, tu fais comment? Est-ce que le mauvais n'a pas le droit à une épouse? Est-ce que le mauvais n'a pas le droit à être aimé? Mais c'est le vrai débat. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour c'est quelque chose qui se donne. Ce n'est pas l'amour que tu attends. On est d'accord? L'amour c'est quelque chose qui se donne. C'est pas quelque chose. Tu donnes seulement ce que tu as. Tu es riche. Après je vais vous donner la source dans le point 6. La source de ce que tu donnes. J'avais eu un événement avec mon ami Mathurin Gassa. Il peut citer. Quand c'est positif, il peut citer. Un jour, il y a une de nos enfants là-bas au Verwundé qui nous a embarqués dans un mariage, on n'avait pas grand moyen. Je suis parti chez Mathurin, j'ai porté son canapé, j'ai pris ses moquettes, j'ai pris ses chaises, j'ai pris tout chez lui. Et je l'ai pris toute la journée, on a travaillé. À 20h, on n'avait même pas encore mangé. Après, il y avait une dernière chose qui manquait. J'ai dit que on peut faire ça. Il me dit que tonton rigole. Ici là, ma part d'amour est finie. On a vu, que depuis 6h le matin, on a pris sa voiture, sa fourgonnette, on est allé chercher les chaises, je ne sais pas où, on a lavé le sol, on est venu, on a pris les assiettes, on a lavé les assiettes, À 20h, il n'y avait pas, je ne sais pas quoi avec le grand. Après, je vais dire que c'est bon, merci beaucoup, ne force pas, tu as donné tout ce que tu pouvais. Mais après, je vais vous donner la source de l'amour, parce que quand on dit qu'il faut donner, il faut donner. Il faut bien qu'il y ait une source. On va parler de la source tout à l'heure. Donc, les langages de l'amour. Je vais parler des caractéristiques. Prenez 1 Corinthiens 13, 1 à 13, lisez. Tout ce qui est là-bas, comme caractéristique d'amour, lisez. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne se vante pas, il ne se vante pas. Parce que dans le mariage, chacun est dans son côté dit que c'est moi qui aime plus. Ah bon? Et après, donc, sur les langages, il y a un Jean-Benoît Castelman. Qui connaît Jean-Benoît Castelman? C'est un prêtre de Saint-Jean, la communauté de Saint-Jean, au collège Botayaoundé, qui écrit beaucoup, qui conseille beaucoup, qui nous a aidé, qui m'a beaucoup aidé en tant que jeune, à travers les livres qu'il a publiés. Je vous conseille de lire. J'aime beaucoup Jean-Benoît Castelman parce qu'il n'écrit pas beaucoup. Il écrit souvent en 2 feuilles, 4 feuilles, quelque chose comme ça, essentiel. Donc il a partagé avec nous, Jean-Benoît Castelman, cette réflexion qu'a fait de Gary, un pasteur protestant, je crois, Gary Chapman, sur les langages de l'amour. Gary Chapman a écrit un gros livre comme ça sur les langages de l'amour. Jean-Benoît Castelman a écrit, il a ramené ça en tout petit comme ça. Que vous pouvez trouver ça à la procure d'émission. C'est un tout petit livre sur le langage de l'amour. Et je vous conseille, quand vous voulez offrir les cadeaux de mariage à quelqu'un, n'achetez pas seulement les verres et les assiettes. Achetez les langages de l'amour et donnez au couple. Achetez et lisez, c'est très important. Langage de l'amour, il a défini que Gary Chapman définit dans l'amour, il résume l'amour, l'expression, comment exprimer l'amour dans le couple en 5 points. Premier point, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. C'est-à-dire que dans notre éducation, nous, on ne sait pas dire à quelqu'un que tu fais bien. Ça, c'est bien. J'apprécie, j'aime. On ne sait pas dire merci. Hein? On ne sait pas dire merci. On ne sait pas dire ouh, c'est bon. Aïe, aïe. On ne sait pas s'extaser de ce qui est beau, de ce qui est bien. Les paroles valorisantes. On ne sait pas dire. Parfois, ma femme me dit, ya mon mari, tout le monde m'a dit aujourd'hui que je suis belle, sauf toi. Yeah. Que tout le monde m'a dit aujourd'hui que je suis belle. Tu me vois même. Tout le monde m'a dit, sauf toi. On ne sait pas dire notre femme, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide. On ne sait pas dire excuse-moi. Le gars fait le tort, il reste en main. Ça ne sent pas, excusez-moi, zéro le gars. Il attend quand la gola dit, parce que quand tu accuses quelqu'un, il y a forcément quelque part où tu dis quelque chose qui n'est pas juste. Il tombe aussi ça, il dit que ouais. Excuse-moi. Demain, il achète de panne, il vient dire excuse-moi. Bon, ça passe. Mais c'est mieux de dire excuse-moi. Les paroles valorisantes. Tu es belle, tu es intelligente,
Non, parce que c'est pas des mots qu'on lance. Parce que dans ces attitudes, parfois, il y a beaucoup de vérité. Et il faut apprendre à nos conjoints, pas seulement l'homme qui doit dire à la femme, mais la femme doit dire à l'homme. Parce que autant ma femme me dit que tu m'as pas dit que je suis belle, mais autant elle-même me dit jamais que je suis beau. Alors que tout le monde me dit ça dehors. On dit que tu es baraqué, tu n'as pas le ventre. Vous ne voyez pas que je suis beau. Comment 45 ans sans ventre? Je vais m'asseoir. 45 ans sans ventre. Comment tout le monde a le ventre? Lui, le petit gars a le ventre. Elle ne me dit pas que mon mari, félicitations pour ton ventre. Hein, tu es beau, tu es bien coiffé, tu es machin. Non. C'est les autres dehors qui doivent me dire ça. Mon ami, tu es beau, non, j'apprécie. Ah, tu es intelligent. Les hommes aiment combien être intelligents. Il faut dire ça aux hommes. Quand vous remarquez, quand ils sortent quelque chose de se dire, ah, mon mari, je sais que tu es l'homme le plus intelligent au monde. Vous voyez qu'on est heureux d'être avec des personnes qui savent exprimer, qui nous valorisent. Pourquoi les filles, quand on est à l'adolescence, vont avec des hommes? Rappelez-vous les hommes quand on marchait avec les filles. Non, tu es belle, vraiment ton regard, vraiment la tenue que tu as mise aujourd'hui là, ton teint, non, tu es quelqu'un vraiment. Les adolescents ne veulent pas être voyous. Hein. C'est les paroles valorisantes qui les rendent voyous. Vous comprenez ce que je veux dire? Que les gars se sont allumés et disent que non, tu es splendide, vraiment tu es quelqu'un de spécial quoi. Chaque fois que je te vois, tu ne parviens même pas à rester sur place. Qui va être indifférent de ça? Bro, personne. Imaginez-vous donc alors un gars qui travaille avec votre femme ou bien qui fréquente avec votre femme, qui passe le temps à lui dire ça. Pourquoi les milieux professionnels sont les milieux des désordres? Parce que le gars est là tous les jours, il dit que gars, dès que la doigt pointer son nez, parole valorisée. Tchouk, dans les oreilles, comme elle attend toujours du même gars au bureau, son gars à la maison ne dit rien. Donc, vous devez dire aussi à la maison pour qu'on peut balancer la parole du gars qui est au bureau. Quand même. Hein, monsieur Chapka? Non, il faut dire, la mère, tu seulement. Si quelqu'un passe à côté de toi, ça c'est ce que dit à ma femme toujours. Vous dites que, comme je ne suis pas là, attention, hein, si quelqu'un te tue, il faut que ça, je suis là. Non, tu tues. Quand elle sort, quand quelqu'un m'a déjà dit ça, c'est quelqu'un qui est valable. Quand ton mari s'habille bien, tu dis que regarde, quand la go dit que tu as que tu es voir, ma femme m'a dit la même chose le matin. C'est pas ça, hein? C'est ça les paroles valorisantes. Et que tu arrives chez toi, ta femme a préparé la nourriture, peut-être que celle est un peu dépassée, tu commences, c'est même quoi ça? Quelqu'un ne peut même pas manger. Parce que dans ta tête, tu penses que tu as rationné, ça fait quoi? Tu as rationné et tu as préparé. Entre la personne qui a rationné et la personne qui ne peut pas, qui souffre le plus. Vous parlez de quoi? Mais sérieux, vous parlez de quoi? Un jour, il pousse même le plat. Il dit que, regarde, c'est quoi ça? Mais sérieux. Non, s'il vous plaît, les hommes, je nous conseille, ça c'est vraiment une adresse aux hommes, de temps en temps, entre à la cuisine. De temps en temps. Vous allez voir que c'est pas une activité facile. Moi j'ai essayé. Et quand tu entres à la cuisine, tu ressors avec un peu d'humilité. Parce que le temps d'abord que ça te met. Nous on n'aime pas les choses qui prennent le temps. Il y a des choses compliquées comme la banane verte là. La banane verte, les pommes. Et tu vois, après il faut sortir ma vie comme ça, mais une pomme. Quand même. Aïe. Et parfois la mère a travaillé avec toi en journée. Et elle t'a mis le sel, le diable de sel. Le truc qui rend bon, le truc qui rend mauvais. Ça un peu dépassé. Tu manges comme ça. Hein? Elles ont 3 poumons, non? C'est ça. Elles ont 3 poumons. Les femmes, ça c'est en Afrique. Hein? Non, c'est même quoi ça? Le dolé est amer. Ça c'est mon problème que j'avais à l'époque.
$1, mais si tu ne veux pas préparer $1, là, tu laisses. Il n'y a pas assez de viande. Ne nous faites pas des trucs de Bamileke là. Comme chez vous, il n'y a pas ni la forêt, ni l'eau. Vous mettez les viandes sur l'eau comme si vous avez volé la viande. C'est moi qui rationne. Ah. Si ta femme ne t'a pas bien donné la viande aujourd'hui, demain, quand tu rationnes, tu augmentes peut-être 1000 francs, tu chopes un peu plus de viande. Demain, quand tu rationnes, et que c'est le beau-frère qui a tu chopes la viande. Demain, quand tu rassures, tu remets encore 1000 francs, tu dis un kilo. J'ai envie que tu me serves un poisson. Moi, tout seul, comme ça, mon chéri, tu vois. Comme ça, hier, comprends que hier, c'était petit. Il faut savoir dire des choses, des paroles valorisantes. Grand, il faut savoir, paroles valorisantes, c'est pas que tu occultes ce qui est mauvais, mais c'est que tu trouves une formule pour dire ça de telle manière que ce ne soit pas blessant. D'accord? Dis à ta femme, chérie, je t'aime, mon bébé, mon bisou, j'avais un ami qui me disait qu'il a écouté les petits noms que les maris, les conjoints donnent à l'autre. Il a écouté l'autre, ça j'ai passé que mon asticot. La totale. Et que mon asticot. Non, il faut. Mon asticot. Non. Mais sérieusement, il faut qu'on s'apprécie mutuellement pour que ça puisse exister au mariage. Il faut s'apprécier mutuellement. Et c'est pas faire de la langue du bois parce que chacun a beaucoup de qualités. Il faut apprendre à regarder le verre qui est à moitié plein et exprimer ça à l'autre. D'accord? Il y a le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est-à-dire que ton mari ou ta femme a des qualités et a des défauts. Si tu veux rester à regarder le verre à moitié vide, tu vas divorcer. Mais si tu regardes la partie à moitié pleine, c'est qu'il sait faire bien et tout, et tu le félicites pour ça, il va augmenter. D'accord? Il va augmenter, il va se développer parce qu'il travaille à côté de quelqu'un qui sait pas. Vous avez vu les gens au travail, la théorie, les gars ont utilisé ça, ils ont autorisé ça, Marc Gregor, la théorie Y. C'est-à-dire il faut encourager, il faut motiver, il faut permettre, la personne motivée, encouragée qui participe à la prise de décision permet, se développe, donne plus. C'est comme ça votre mari. Si vous l'appréciez, votre femme, vous l'appréciez, vous la motivez, vous la... Elle n'est pas mieux. On dit en patois, pour un petit mois, je ne sais pas comment dire, quand tu apprécies trop l'enfant, il danse jusqu'à y mettre son pied au feu. On dit que quand tu apprécies trop l'enfant, il danse jusqu'à mettre son pied au feu. Pour dire que quand tu apprécies, il y a vraiment un effet positif. Que parfois on occulte. Est-ce que nous nous engageons à nous apprécier mutuellement maintenant? Est-ce que nous nous engageons? Hein? Ça va de soi, non? Non, je suis quelqu'un de timide, je ne parle pas beaucoup. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de timidité, tout ça. C'est parole, pas geste valorisant, parole valorisante. Les gars timides, ils sont dangereux. Ah, Lionel, les gars timides sont dangereux. Ils sont timides à la maison, dehors, on ne les reconnaît pas. Non, c'est parole valorisante, on n'a pas dit geste. Le geste arrive, c'est l'un des points qui arrive. Parole valorisante, parole. Après, le deuxième point, c'est les moments de qualité. Voilà, ça c'est un point fondamental. J'ai parlé avec ma DRH hier, qui fait aussi dans l'accompagnement des couples, Diane. Elle me faisait le témoignage de certaines personnes qui ont fait 14-18 ans de mariage sans jamais se retrouver à deux comme ça pour parler. Ils ont 18 ans de mariage, mais ils ne se sont jamais retrouvés dans un moment de qualité. Les moments de qualité sont des temps où tu restes, tu parles avec ton conjoint, sans les enfants, sans la famille, sans l'oncle, la cousine, de temps, machin, loin de la maison, autour d'un pot. Les moments de qualité, un moment agréable, un moment entre amoureux, comme quand tu la draguais. Quand tu draguais ta femme, tu faisais quoi? Toujours l'inviter. Tu l'amenais dans les bons coins. Tu cherchais, tu avais jamais épuisé tous les coins de ton village. L'autre, on avait quoi? C'est le père qui a envoyé à la maison. Non, je pense que je dis seulement, non?
Sans dire pour ça qu'on a dragué. Non, je veux dire, il faut. Le couple vit des moments de qualité. Chaque semaine, au moins, vous devez avoir des moments de qualité. Tu prends ta femme, tu l'amènes dans un café-resto. Ça ne coûte pas cher. Hein? Vous prenez 500 francs, vous achetez une bouteille de jus. Toi-même, tu ne bois rien. Si tu es foiré. Une bouteille de jus, 500 ou 1000 francs avec 2 verres. Madame, s'il vous plaît, 2 verres. Non, parce que je dis ça parce que quand on dit ça comme ça, les gens vont dire que c'est pour les bobos. C'est pas pour les bobos. Tu quittes, tu prends ta femme, tu cotises l'argent est assis. Tu prends ta femme, tu la mets à l'époque. Comme il n'y a plus la base F, André, comme il n'y a pas la base F, maintenant, on part où? Il y a la base avant, non? La base avant, c'est même pas aménagé. Mais bon. Regarde les rochers là, c'est la déchirure. Où? Les rochers là-bas, voilà quelqu'un qui va se marier bientôt, il connaît. C'est la déchirure. Pas les vrais mots, petit. Il y a les rochers là, c'est la déchirure. Où les vieux mariés là, vous connaissez un peu les mots comme ça. Là-bas, les vrais mots, c'est la déchirure. Ton gars t'a mis la dernière fois quand? Ça n'existe plus, il y a les enfants. Non, l'église. Quelqu'un dit qu'il amène sa femme à l'église le dimanche, n'importe quoi. Non, et il faut faire des choses pour surprendre vos épouses, la manière genre. Maintenant, il y a un peu la crise à l'INB, la manière à l'INB à Kibi. Quand les moyens vous payent. Cotiser, les blindes font ça. Ils cotisent 1 an pour amener l'épouse dans un cadre agréable où on est seul. Il faut cotiser pour faire ça. Ceux qui font le banking, vous faites la caisse à comme à l'époque, une caisse à vous mettez 100 fois dedans tous les jours, vous dites que bon, l'argent, toute la monnaie est différente, comme on donne lance dedans. On casse, on voyage. On va au Mont à Mélon, on va voir elle, mon amie, elle s'attoque. Comment elle fait dans le tourisme, elle vous amène à aider, elle vous amène dans ses points touristiques à moins cher, à 20 000. À 2, vous passez un séjour agréable. Juste être à 2, vous vous tenez dans les mains. Voilà, tu prends sa main, tu mets comme ça, tu la regardes, tu dis que ma femme, tu m'aimes encore et que je t'adore. Allez, allons-y. Mais je vous dis, c'est des choses simples. Sandra, c'est des choses simples. Les moments de qualité. Les mariages pourrissent à cause de l'absence de ces moments-là. Les moments de qualité, c'est là où vous mettez à jour vos projets. D'accord? Je dis que mon chéri, on avance comment? Parce que c'est même, on a vu ça la dernière fois dans le thème précédent, c'est même c'est partagé le même projet, non? Mais le projet s'ajuste au fur et à mesure. Quand est-ce que tu vas ajuster avec le dimanche soir, peut-être tu n'as pas le temps de sortir, peut-être une raison d'autre. C'est pas forcément dehors, vous vous enfermez dans votre chambre. Il faut parler. Vous vous draguez mutuellement. Il faut se draguer. Alors, quand tu es belle comme ça, sans que tu aies dragué ton gars, c'est bien. Il faut se draguer mutuellement, constamment. Vous vous enfermez dans la chambre. Parce que quand vous voyez quelqu'un dans le couple qui est triste, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les conjoints doivent apprendre à lire le langage gestuel de l'autre. Quand tu es à la maison, ta femme te regarde un genre. Il n'y a pas un problème. Dès que tu es un peu reposé là, tu l'appelles, tu dis comment? Mon dolo. C'est comment? Comment tu peux traiter quelqu'un qui t'aime comme ça à ce point-là? Moi, je vous dis authentique ce que je fais. Un gars qui te donne tout comme moi là, tu me plus comment? Il y a quoi encore? Pop. Dès qu'elle sort le venin, peu importe ce qu'elle dit, le plus important c'est que ça sorte. Dès que c'est sorti, excuse-moi, je vais recommencer. Propre. Je dans la page. Hubert, excuse-moi, c'est sorti le venin. Tu sais que je t'aime, non? Je me suis planté. Je vais plus recommencer. Mais je vous dis, merci de dire chaque jour. Mais c'est une belle question de dire chaque jour. Parce que le gars qui me peut être en train de sortir, il dit que c'est mon défaut, il fait alors comment? Je fais l'effort, tu vois comment il fait l'effort. Non, mais sérieux, il faut avoir des bons moments ensemble.
Voilà. Tu es dans la vieille remontée là. Hein? Il faut avoir le bon. Ça c'est pas pour des nouveaux. Ce que je dis là. C'est pas pour des nouvelles personnes, Valérie. Toi qui as fait la formation vers des 100 ans. C'est pas pour des nouvelles personnes. C'est quelque chose qui doit être au quotidien. Vous allez au cabaret. Le soir, ça ne coûte rien. 1000 francs chez Big Joe. The Voice. Je sois un peu 2 verres, s'il vous plaît, 2 verres. El Colo. Vous écoutez live et tout ça. Vous rentrez, vous regardez un peu. Vous croquez la vie à belle dents. Ça, c'est ça, croquer la vie. Tu as la seule personne que tu aimes. Parce que si vous ne faites pas ça, l'homme a besoin d'évasion en fait. L'homme avec un H. L'homme a besoin d'évasion. L'homme a besoin qu'on le projette. L'homme a besoin de quelque chose de grand. L'homme n'a pas besoin de statique. Et il faut changer chaque fois. Il faut changer, il faut casser. Parler, ça va. Et regardez les points forts dans les moments de qualité là. Regardez les points forts et les points faibles de la semaine. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché selon toi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les enfants, parler des enfants, parler de la famille, parler des choses des sujets qui vous diversent. Même si vous ne tombez pas totalement d'accord. Le plus important de la mariage, ce n'est pas d'être d'accord sur tous les points. Est-ce que vous comprenez? On va voir ça dans le thème du mariage. Le plus important n'est pas de tomber d'accord. Parce qu'on veut toujours tomber d'accord qu'on se divise à vouloir tomber d'accord. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà mon point de vue. Voilà, je pense aussi, on argumente, peut-être avec le temps, on rapproche nos points de vue, on cherche. Le plus important n'est pas forcément tomber d'accord. Donc après le moment de qualité, il y a les services rendus. Oh là là, ce truc-ci, quand j'ai appris ça, ça a sauvé mon couple. Les hommes, quand les femmes sont à la cuisine, si elles sont en train de éplucher les pommes, demandant un deuxième couteau. Vraiment, ça c'est un temps de dolo magique. Et les femmes aiment nous voir là à la cuisine. Si elle est en train de cailler le poisson, tu dis que chérie, donne-moi ça de tête. Et pendant que vous y êtes, ça devient un moment de qualité. Parce que là, ça explose la femme. Si la femme t'avait refusé tout là pendant quelques jours, le soir là même, tu as seulement gagné. Non mais sérieux, quand elle est en train de laver les draps, les habits là, tu prends un autre bout là, tu prends la petite chaise, tu t'assois, tu dis ma chérie, tu peux pas sourire comme ça quand je suis là. Faisons ça, même si tu ne connais pas, tu vas aussi comme ça, tu es là, non, tu la tues. Pendant qu'elle est en train de préparer la cuisine le samedi matin ou le dimanche matin, tu es en train de laver les sols. François. Quelqu'un va dire qu'on n'est pas au Canada. Non? Mais ça, l'enseignement, j'ai donné ça avant d'aller au Canada. Non mais sérieux. N'est-ce pas les femmes, c'est ça non? C'est trop beau. Pendant qu'elle était baillée, tu avais un petit mouchoir là. Mais l'homme est couché avec un peu comme ça, on dit pousse-toi. C'est un drame. Pousse-toi. Recule-toi. Alors tu vois pas que je suis fatigué. Elle balait regardez, elle va balayer le sol. Hein? Elle va laver le sol. Elle va ranger les nappes sur les chaises. Elle va dépoussiérer tout ça. Elle va nettoyer les vides. Elle va laver les habits. Ça c'est samedi dimanche. Elle va laver les habits. Elle va, pendant ce temps, elle est en train de préparer. Elle a mis la nourriture au feu. Après, vous allez dire que vous aimez comment? C'est quel genre d'amour, François? Non, j'ai vu les accords, il y avait mes amis. L'accord entre moi, j'ai dit oui, tu as vu l'accord parce que tu as voulu. Maintenant, viens donner un coup de main ici. Quand, ça c'est pour consacrer les hommes, les femmes. Quand les hommes sont sur les ordinateurs en train de faire chose, venez aider. Ah oui, parce que vous savez seulement vos trucs des habits là, venez aider. Venez dire mon chéri, qu'est-ce qu'il peut te faire? Regarde, fais-moi le table. Parce qu'en plus vous avez tous parfois le niveau intellectuel qu'il faut. Regarde, rédige-moi le courrier, la telle personne, venez aider. Madame Tifo, venez aider. Et le gars est là comme ça, il est étouffé, alors que tu as la solution. Hein. Peut-être qu'il a été refusé quelque chose qui est de ton domaine. Tu restes là, tu dis qu'il fasse ces choses. C'est son problème. C'est un travail de quoi? Il est en train de travailler dans un que vous allez manger, tu as fait le maudit. Tu vas venir aider. Si c'est l'ordinateur, il vient aider.
Dans les moments de qualité, là, j'ai oublié de vous dire, si la femme aime les novellas, les hommes, nous devons regarder les novellas avec elle. Même si ça nous coûte. Si le mari aime le foot, les hommes, pas par amour, pas par contrainte, hein, Hugo, pas par amour, pas par contrainte. Non, même par amour, comment Hugo Tio. Ne gêne pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu regardes ce que ta femme regarde, ça vous crée des sujets de conversation. Quand tu parles avec quelqu'un, tu fais que comprendre. Mais tu te rappelles pas comme ton gars là, faisait dans ton film là, comme ça. C'est comme ça. Quand elle regarde le foot, quand tu regardes ton foot, tu es passionné des taux. Ou de. Quand ta femme vient dire que le Cameroun a marqué. Ma femme elle s'en fout du football. Mais quand un jour elle dit que mon mari le Cameroun a marqué, l'amour devient. je vois ma femme comme une ennemie du football parce que quand tu es ennemi, c'est que j'aime, c'est que tu es mon ennemi. Vous appelez ça en mathématiques quoi? La transitivité, non? La transitivité. C'est une loi mathématique. Hein? L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. J'aime le football, tu détestes le football, donc toi tu es quoi? Ennemi? Bon, c'est des petites choses, hein, c'est des détails, mais ça compte beaucoup. C'est pour ça qu'il faut, même si tu n'aimes pas, tu viens là, tu dis, ah oui, mais le type là, je le reconnais, mais c'est lui qui a, la femme dit, ouais. Même si le gars la même chose plusieurs fois. C'est sa passion, non? C'est sa passion. Mais les femmes, je conseille aux femmes, arrêtez. C'est le même ballon qu'on voit tous les jours. Et puis je demande aux femmes, aussi d'arrêter de se mettre en concurrence avec la télé. C'est-à-dire que le mari est là tout le temps. Hein. Il est là tout le temps, vous pouvez faire de ce que vous voulez. Mais c'est quand le match commence que ta femme te dit que je m'avais dormi. Mais va dormir. Elle va dormir, tu l'as retrouvé en chambre, tu tapes son corps. C'est-à-dire que ça alors que tu voulais voir ton match, que la femme a senti qu'elle a besoin de toi. Hey, à chaque fois, ma chérie, non, laisse-moi dormir. La femme, je ne sais pas ce qui se passe dans vos couples. Hein. Mais moi, j'ai remarqué que dans le mien, c'est quand quelque chose m'intéresse à la télé que ma femme dit que je m'avais dormi. Vous savez ce que ça veut dire, je m'avais dormi. Moi, je dis, vas-y, j'arrive. Quand j'arrive, on me pose avec des dégâts. Je dors déjà. Ne vous mettez pas en concurrence à la télé, il faut être obligé de ça. Donc, les services rendus. Après les services rendus, il y a les gestes affectueux, les gestes de tendresse. Il y a les femmes et les hommes qui ne se touchent même plus. C'est-à-dire que même quand ils marchent en haut, l'homme est devant. La femme est derrière, en essayant de tuer, en essayant de rattraper le mari. Ils partent comme s'ils n'étaient pas ensemble. Et mais j'aime voir les adolescents quand ils s'aiment. Non, les adolescents, c'est collé, serré. C'est comme ça. C'est-à-dire que le gars prend son truc là comme ça jusqu'à même l'air ne passe pas. C'est fiancé. Jusqu'à même l'air ne passe pas. Ah ben, personne ne va prendre ton truc. Mais quand les gars sont mariés, au fur et à mesure qu'il y a des conflits dans le mariage, on les pointe sur les gars, on n'a pas dialogué. Après, les gars sont deux cochambrés. Coloc. Ils partagent les mêmes appartements. Chacun se remonte un film. Ils se retrouvent le soir, l'autre mange. Comment? Ouais, ça va. Ils ne se regardent même pas. Hein. Même se regarder. Comment? Ouais, ça va. Tu es revenu, oui. On te sert, tu manges. Papa a demandé que tu envoies dans oui, je vais envoyer demain. Au bureau, il s'est passé un truc aujourd'hui bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on ne fait plus ça, Ton patron est trop méchant. Hein. Il faut que je dise. Il ne se regarde pas. Hein. Il ne se regarde pas. Il n'y a pas d'amour. Rien.
Pourquoi? Parce que la dernière bêtise que le gars a fait, on n'a pas pardonné. Comme ça, encore aussi bien. Encore aussi bien. Ou la dernière bêtise qu'elle a fait, on n'a pas pardonné. Encore aussi bien, on ne pardonne. Non, il faut dialoguer. C'est le prochain thème. Je suis en train de faire publicité du prochain thème. Le dialogue dans le couple. Non, on doit se saigner dans les mains. On doit se regarder dans les yeux. Apo, il faut regarder ta femme. Pas seulement il fabrique les enfants. Il y a des gens qui fabriquent les enfants aux femmes, ça même les regarder. Il a seulement, tiens la lumière, tiens la lumière. Ah, c'est devoir conjugal. Pourquoi tu allumes? Il y a un autre thème sur la sexualité qu'on va parler. La sexualité dans le couple. Non, il t'a allumé. Il fabrique, après tu vois la femme va dire, comment ton gars, tu sais même pas comment c'est venu. Quelqu'un qui est formé, quand il marche avec sa femme, on doit savoir comment la femme. Quelqu'un qui est formé doit adorer sa femme. La femme est une déesse. Quand je dis la femme pourrait mettre le mari, je dis plus la femme parce que je suis un homme. Si ma femme était là avec moi, elle devait dire mariée et tout ça. La femme c'est une déesse. La femme c'est une reine. C'est quelque chose c'est quelqu'un qu'on protège, qu'on adore, qu'on adore, qu'on respecte et qu'on prend tendrement dans ses mains. Quand tu es assis avec ta femme au canapé, tu la prends dans les mains. Geste de tendresse. Il y en a des couples, j'ai accompagné des couples, un gars qui fait 1 an sans toucher sa femme. Moi j'ai vécu, ça fait longtemps que je fais accompagnement de couple. Et j'ai dit au gars que tu fais comment? Il prie. J'ai dit Satan. Satan, tu dis ça à qui, Makisa? Tu dis ça à qui? Quel genre de prière? Tu fais 1 an sans toucher ta femme? C'est le mariage. Hugues, tu comprends ça? Quelqu'un est sur 1 an. La femme est en crise totale. Elle a eu tous les maladies psychologiques. Hubert, 1 an. Quelqu'un est dans une chambre avec toi. Il est marié à l'église. Il ne te touche pas. Et quand tu demandes, il dit prie. C'est la prière du diable. Et sa femme se plaint. Il ne veut pas entendre tentation. Il ne veut pas entendre tentation. Merci Ricardo. Il y a des gestes de tendresse, des gestes affectifs. Tu ne peux pas te marier si tu n'as pas de gestes affectifs. Si tu n'as pas une certaine intimité avec la personne que Dieu t'a donnée. Hein, Sandra? Non, ça ne passe pas. Et plus, merci de dire les enfants. Les enfants doivent voir que vous vous aimez. Vous devez vous embrasser comme ça tendrement devant vos enfants. Pour que les enfants voient et copient. Que papa et maman s'aiment. Hein? Tu prends ta femme comme ça. Quand tu rentres le soir, tu la prends tendrement. Quand ton mari te prend tendrement, si tu le sens routinier un peu, tu le sens encore fort comme ça. Je suis là, mon mari, tu m'as bien vu. Regarde-moi. Hein, Karine? Tu prends les enfants. Vous devez vous regarder dans les yeux. Toi, tu n'aimes pas regarder les gens, ni même ton mari dans les yeux. Comme tu viens fuir là, il faut regarder ton gars dans les yeux comme ça. Dis que mon chéri à moi. Regardez dans les yeux, c'est. Vous savez, hein? On développait ça l'année dernière, tu te rappelles? L'amour, c'est dans les yeux. Quand un gars veut te draguer, quand une fille veut te draguer, elle commence par où? Les yeux. C'est pas parce que tu viens dans le mariage que tu regardes ton gars dans les yeux. Ou bien tu regardes seulement dans les yeux quand tu veux l'accuser. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu vois ta femme te cacouille de l'œil. Elle te cacouille de l'œil, regarde-moi. Tu fais avec tes yeux. Non, vous devez vous regarder dans les yeux pour exprimer l'intensité de l'amour qui existe entre vous. Et enfin, des petits cadeaux. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on parlait de bonbons et de mambo.
Offrez-vous des cadeaux. Offrez-vous régulièrement des cadeaux. Profitez de toutes les occasions. La Saint-Valentin, la fête de Noël, l'anniversaire de la rencontre, l'anniversaire du mariage, l'anniversaire de la femme, l'anniversaire de l'homme, l'anniversaire. Offrez-vous des cadeaux. Le retour à la maison le soir. Bienvenue. Le retour à la maison le soir. Offrez-vous des cadeaux. Hein, copine? À ton gars des cadeaux. Achète-lui des habits dont il se rappelle. Et si ton gars a quelque chose qui aime les choses chères, cotise l'argent le plus longtemps, son argent même. Dis que, gars, je suis foiré. Donne-moi 5 000. Donne-moi 10 000. Hein? Je suis foiré, donne-moi 5 000. Donne-moi 10 000. Ça atteint 100 000. Si c'est le cadeau de 100 000 qui va bouger ses sentiments, tu vas acheter le cadeau qu'il aime. Et en matière de cadeaux, moi je dis d'expérience, il faut donner tout ce que vous pouvez. Mais d'expérience, faites d'enquête avant de donner le cadeau. Cherchez ce qui manque à la personne. Même un jour comme ça, si quelqu'un, tu as besoin de quoi ces jours-ci? Qu'est-ce qui te manque? Pose une question banale comme ça, le gars dit qu'il me manque les ceintures. Parfois, il y a des trucs bêtes. Il manque des ceintures. Tu peux au marché, tu achètes 5 ceintures, les plus belles ceintures. Tu as cotisé, tu as pris ton temps. Saint-Valentin. Jean. Le gars, tout est pourri, ceinture du gars. Mais le gars ne va pas t'aimer comment? Hein? Tout est pourri, ceinture du gars. Poum! Les hommes ont les ceintures pourries. Avec le gars, c'est comme ça, les ceinture doit faire seulement 30 ans. J'ai envie de ceinture pour les gars, tu donnes. Le soir, un bonbon, un mambo. Tu t'arrêtes, tu achètes un jus, une bière, ton mari reste comme ça le soir. Tu dis, ah mon chéri, il te manque une petite Guinness. Ah, comment tu as fait pour comprendre? Tu restes à la maison, avant une petite Guinness. Tu bois ta Guinness, tu comprends. Tu sais que c'est ta femme qui t'a donné. Non, il faut faire des petits cadeaux régulièrement. Il faut inonder vos conjoints de cadeaux. Il faut que... C'est vraiment la preuve de l'amour. Quand un homme drague une femme dehors, qu'est-ce qu'il fait? C'est les cadeaux, non? C'est ça, non? Quand un gars commence à te regarder, madame Dufault, fais pas comme si on ne te regardait pas. Il vient comment? Il vient te donner un petit geste d'attention. Petit. Et du coup, les petits gestes d'attention attirent ton attention justement sur la personne. Donc, vous devez faire ça régulièrement dans le couple. Des petits trucs tranquilles. Ça dynamise l'amour. Ça permet d'exprimer l'amour. Et enfin, donc, c'était ça le petit cadeau. Il faut continuer à vous aimer. Dans le point 6, sur l'exigence de discuter dans l'amour, je voulais juste vous montrer que quand on commence le mariage, on commence avec passion. N'est-ce pas? La passion de l'attirance mutuelle. On s'apprécie. Elle est belle, je suis beau. Elle est intelligente, je suis moins intelligent, mais je l'aime. Donc il y a une attirance naturelle. C'est la phase vraiment de l'idéal. Le mariage est phase, non? La phase de l'idéal. Vraiment, pour les raisons qui nous ont permis de nous rencontrer, on est encore dans l'idéal, dans la passion, dans le désir, dans les sentiments, si vous voulez. Et à un moment donné, au gré de nos divergences de point de vue, au gré de nos problèmes, on entre dans le réalisme. C'est-à-dire que la femme que j'ai épousée, parce qu'elle était belle, le matin, je la vois avec la barbe, la cigarette jusqu'aux oreilles. Et jusqu'à 11h, elle n'est pas foutue dans les... Ou le gars que j'ai vu très charmant, mignon, tonton rigolo, splendide, quand il dort, il ronfle. Mais il ronfle vraiment. Je sais pas comment malédiction. Avec les problèmes des couples, quand vous avez les défauts des gens, c'est parfois des choses qu'on ne peut pas changer. Si tu as épousé un gars qui ronfle, tu fais comment? Après, il y a des gars qui sont élégants, hein. Il dit que bonjour. Il dit que, bon. Il y a des gars qui sont élégants, il dit que bon, chérie, comme je ronfle de temps en temps, je vais me mettre dans l'autre chambre. Ça, c'est l'amour. Ça ne change rien de mariage. C'est-à-dire que de temps en temps, quand j'ai fini avec toi, je peux m'éclipser dans l'autre chambre là, tranquillement, pour que tu ne sois pas télé. Ça, c'est l'amour. Mais un gars qui ronfle, qui c'est qui ronfle? Lui-même ne supporte pas lui-même quand il ronfle. Je vous raconte une blague authentique qui se passe entre les prêtres. Parce que moi, j'ai vécu dans le monde des prêtres. Je ne vais pas vous citer les noms, mais vous allez comprendre. Authentique.
Donc, quand on va souvent en retraite, on met les prêtres, les lits sont à deux, non, 2 lits dans la chambre, comme là, comme ici, vous voyez, ici c'est un centre de retraite. Il y a des moments où il y a 2 lits dans la chambre à 2 lits. Donc, il y a un prêtre, alors, je connais les personnes, donc je suis là à mot de rire même avant de parler. Il y a un prêtre qui est un champion de reflet. Donc, les organisateurs, ou c'est par erreur, ou c'est par chance, ils ont mis 2 prêtres qui ronflent dans la même chambre. Mais des grands ronfleurs, quoi, des grands ronfleurs. Donc, il y a le premier, donc, quand il faisait la retraite, le premier vient, il se couche sur le premier. Donc, il ronfle. L'autre vient, il ne peut même pas dormir jusqu'au matin parce que c'est l'autre qui a attaqué le ronflement. Alors, un jour, le deuxième, il dit que je ne peux même pas dormir. Donc, il part d'abord dans la chambre, le premier. Donc, quand il arrive dans la chambre, pendant que l'autre arrive, le gars a démarré le moteur, il disait bon. Le lendemain, le deuxième avait les yeux rouges. Et non seulement les yeux rouges, il est énervé. On dit que, mais pourquoi tu es énervé? Il dit que il m'a pas laissé dormir. Il a ronflé toute la nuit. Alors que lui-même, il ronflait. Donc, on dit que quand on ronfle, parfois par amour, on peut dire que bon, je peux mettre un à l'écart et voir comment ça marche. Donc, il y a une phase dans l'amour. Il y a la phase de l'idéal, après il y a la phase du réalisme. C'est-à-dire, on se rend compte que la personne qu'on a épousée n'est pas Dieu. Que c'est une personne avec ses défauts comme tout le monde. C'est la phase en général des premières crises dans le mariage. On est un peu fâché, on est en colère, ça ne va pas bien et tout. Mais c'est juste une phase normale, c'est une étape. Vous allez voir, aujourd'hui, avec la formation que je vous donne une formation d'accompagnement des couples. Voilà, des jeunes couples après 1 an, 2 ans sont en crise, c'est normal. Toutes les plaintes qui sont là sont normales. Hein. Vous dites seulement c'est normal, c'est le processus normal. Apprenez à pardonner, à vous mettre au-dessus. Et à la fin, donc, il y a une phase de l'amour vrai, l'amour authentique, où tu aimes l'autre avec son défaut. Bon. Au début de l'amour, il y a l'amour qu'on appelle l'amour de promotion. C'est-à-dire que tu essaies de travailler sur ta femme ou ton mari pour qu'il soit meilleur. C'est un état que vous ne devez pas occulter, Sandra. C'est-à-dire que quand vous venez de vous marier, il y a l'idéal. Après, vous apprenez à vous connaître. Chacun doit travailler pour rendre l'autre meilleur. Parce que l'amour doit être un amour de promotion. Travailler sur les défauts de l'autre pour que les défauts, l'aider un peu pour que ça parte. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre de ses défauts. Il faut arrêter. Parce que quand tu as essayé de travailler jusqu'à. Tu as donné le maximum. Peut-être il a un peu évolué, mais il n'a pas complètement changé. Il faut arrêter puisque c'est comme ça qu'il est. Il faut l'aimer comme il est. Et c'est là où tu entres dans la phase de l'amour vrai, l'amour authentique. Tu es mon démon de mari, je t'adore. Tu es mon asticot de mari, je t'adore. Vous comprenez de quoi je parle? L'amour a un apogée, un paroxysme. Aimer l'autre tel qu'il est. Et l'aimer vraiment. Karine, aimer l'autre tel qu'il est. Et l'aimer vraiment. Et l'aimer à la folie. Et être prêt à mourir pour elle. Ah, ma femme bavarde beaucoup, Tout le monde le quartier ici me connaît à cause d'elle. Oui. Ma femme est dépensière. Ma femme dépense dans un normal, la femme ne dépense pas. Ma femme dépense dans un normal, tout le monde me connaît. Oui. Ma femme est chiche. Elle n'aime pas que je dépense. Oui. Mon mari, c'est un alcoolique. Il boit trop. Oui. Ma femme n'aime pas que je donne à ma famille. Oui. Vous comprenez? Je sais des défauts qui sont des défauts simples, mais vous connaissez parfois, les défauts sont parfois très violents. Il faut aimer l'autre jusqu'à... Pas aimer son défaut, l'aimer avec son défaut. On n'aime pas le défaut, on n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. Donc c'est ça que je voulais dire sur ça. Et enfin le dernier point, qui tranche avec tout ce que je vous ai dit, on ne peut pas aimer si on ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est la source de l'amour. Je vous le dis, impossible d'aimer si on n'est pas connecté à Dieu. Connecté dans le sens de connexion. Impossible. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre dans la mariage sans connaître Dieu. Parce que
c'est tellement épuisant d'aimer. C'est tellement épuisant.